Cela fait désormais bien plus de 60 ans que le décès de Marilyn Monroe reste l'une des énigmes les plus ténébreuses et persistantes de l'histoire d'Hollywood. Bien plus qu'une simple icône du grand écran, elle incarnait une femme piégée dans un tourbillon impitoyable mêlant pouvoir absolu, intrigue politique et secrets d'État potentiellement mortels. Lorsque son corps sans vie fut découvert dans sa résidence de Brentwood en août 1962, la version officielle servie au monde entier concluait hâtivement à une overdose tragique. Cependant, dès les premières de minutes suivant l'annonce, des murmures discordants et des doutes ont commencé à se propager dans les coulisses de la Cité des Anges. On évoquait déjà à demi-mot des rumeurs de trahisons intimes, l'implication d'hommes extrêmement influents et une opération de nettoyage dépassant largement le cadre de sa chambre à coucher. En 2026, cette affaire refuse obstinément de s'éteindre car chaque nouvelle analyse des pièces du puzzle ne fait qu'assombrir davantage la fresque de sa disparition. Et pour comprendre la fin, il faut revenir au tout début, bien loin des projecteurs aveuglants, la transformation de la petite Norma Jean en la divine Marilyn Monroe. Tout commence à Los Angeles, où elle voit le jour sous le nom de Norma Jean Mortenson, un 1er juin au cœur des années 20. Elle débarque dans l'existence sans la protection d'un père et avec une mère Gladys, dont la santé mentale fragile l'empêchait d'assumer son rôle maternel. Le destin s'acharne très tôt, à peine âgée de 9 ans, la fillette se retrouve aspirée par le système froid et impersonnel des familles d'accueil. Entre 1935 et 1942, son quotidien n'est qu'une errance perpétuelle, ballottée de foyer en foyer et passant par l'orphelinat sans jamais connaître la chaleur d'un foyer stable. Cette absence totale de racines et de permanence a sculpté sa psyché d'une manière irréversible, créant une faille émotionnelle béante. Tandis que ses camarades grandissaient dans la sécurité, Norma Jean intégrait une leçon cruelle: la survie dépend de la capacité à s'adapter tel un caméléon pour plaire aux autres. Elle a très vite compris qu'elle ne pouvait fondamentalement compter sur personne d'autre qu'elle-même pour avancer dans ce monde. C'est une blessure qui l'a marquée au fer rouge, mais qui a paradoxalement forgé en elle une résilience à toute épreuve face à l'adversité. À l'aube de ses 16 ans, menacée par la fin de sa prise en charge et un retour forcé à l'orphelinat, elle opta pour une solution purement pragmatique. En juin 1942, elle épouse James Dougherty, un voisin de 5 ans, son aîné. Ce n'était nullement un mariage d'amour fou, mais une alliance de nécessité vitale. Cette union lui offrait avant tout un statut légal protecteur et lui évitait de retomber dans les griffes de l'assistance publique. Lorsque Dougherty s'engagea dans la marine marchande durant la Seconde Guerre mondiale, la jeune Norma Jean dut subvenir seule à ses besoins. C'est en travaillant à la chaîne dans une usine de munitions à Vanneuil, en 1944, que le hasard ou le destin frappa à sa porte. Un photographe des armées venu immortaliser l'effort de guerre féminin fut immédiatement captivé par sa photogénie naturelle et son charisme brut. Ce simple cliché a déclenché une réaction en chaîne, menant rapidement à des contrats de mannequinat et à sa signature dans une agence professionnelle. Dès 1946, ses photos de pin-up audacieuses lui valent une notoriété grandissante et finalement le sésame tant convoité, un contrat avec la 20th Century Fox. Les pontes du studio, jugeant son nom de naissance trop commun et pas assez vendeur pour le rêve américain, décidèrent de la rebaptiser entièrement. C'est ainsi qu'elle se métamorphosa en Marilyn Monroe, un mélange étudié entre le prénom de la starlette Marilyn Miller et le nom de jeune fille de sa propre mère. Cependant, cette mutation de Norma Jean en Marilyn dépassait le simple cadre professionnel. C'était une scission de l'identité. Ce changement créa une fracture psychologique profonde entre le personnage public adulé et la femme intime qui souffrait en silence. Alors que le monde entier la voyait comme l'incarnation de la blonde fatale et sûre d'elle, elle restait intérieurement cet enfant abandonné en quête d'amour. Durant la période s'étalant de 1947 à 1950, Marilyn enchaîna les apparitions mineures cherchant sa place. C'est sa performance dans le film « Quand la ville dort » de John Huston, qui bien que courte fit enfin réagir la critique cinématographique. Le microcosme d'Hollywood commença doucement à réaliser qu'il y avait une véritable actrice derrière ce visage d'ange. Malheureusement, la machine hollywoodienne s'obstinait simultanément à l'enfermer dans le carcan de la blonde écervelée, une étiquette qui lui collera à la peau. Au tournant des années 50, alors qu'elle s'apprêtait à devenir une superstar planétaire, les racines de sa destruction étaient déjà profondément ancrées.
Un cocktail toxique de traumatismes passé de rôles réducteurs et de guerres ouvertes avec les studios commençait à faire des ravages. En dépit d'une gloire foudroyante au début de la décennie 1950, les démons intérieurs de Marilyn ne lui laissaient aucun répit. Les blessures de l'enfance hantées par l'abandon et la folie maternelle avaient laissé des cicatrices invisibles mais purulentes sur son âme. Elle luttait quotidiennement contre une anxiété paralysante et des épisodes dépressifs majeurs qui allaient définir sa vie d'adulte. Marilyn menait un combat perdu d'avance contre l'insomnie chronique, devenant progressivement esclave des pilules pour trouver le sommeil. Cette dépendance médicamenteuse s'est insidieusement aggravée, devenant une béquille indispensable pour affronter la réalité. Derrière les sourires éclatants sur papier glacé se cachait une femme livrant une bataille solitaire et épuisante contre sa propre psyché. Hollywood Machine à broyer n'avait que faire de sa fragilité humaine. Pour les studios, elle n'était qu'un actif financier à rentabiliser au maximum. Propulsée au rang de sex symbole absolu du XXe siècle, elle était condamnée à jouer de ses charmes tout en étant réduite à une caricature infantilisante. Pourtant, elle brûlait d'un désir intense d'être reconnue pour son art et de s'imposer comme une comédienne dramatique sérieuse. Intellectuelle incomprise, elle dévorait les livres, suivait les cours exigeants de Lee Strasberg à l'Actors Studio et rêvait de personnages profonds. Mais inlassablement, le système la renvoyait à sa case de départ, l'enfermant dans des stéréotypes dorés dont elle ne pouvait s'échapper. Alors que les foules l'adulaient comme une véritable déesse vivante, le petit monde fermé d'Hollywood ne cachait pas son dédain pour ses talents d'actrice, creusant un fossé immense entre la femme réelle et le fantasme qu'on la forçait à incarner. Cette guerre permanente et épuisante concernant la gestion de sa carrière ne fit qu'aggraver sa crise identitaire, la plongeant dans une confusion profonde sur qui elle était vraiment. Marilyn ne tolérait plus cette emprise toxique exercée par les grands patrons de la 20th Century Fox. Non seulement il la payait une misère comparée à ses homologues masculins, mais il lui interdisait aussi le moindre droit de regard sur ses propres films. Elle entra alors en rébellion ouverte, rejetant avec fracas des scénarios qu'elle considérait comme une insulte à son intelligence, et n'hésitant pas à déserter les plateaux de tournage dès que le studio essayait de l'enfermer dans une case réductrice. Contrairement à ce que la presse à scandale et certains critiques malveillants racontaient à l'époque, ses coups d'éclat n'étaient absolument pas des caprices de starlette gâtée. Il s'agissait en réalité d'actes de résistance calculés, une tentative désespérée de Marilyn pour reprendre les rênes de son destin et tracer sa propre voie artistique. Oser tenir tête au studio était un pari incroyablement dangereux dans une industrie alors totalement verrouillée par des hommes puissants, mais elle voulait prouver au monde qu'elle valait bien plus qu'un simple joli minois sur grand écran. Toutefois, l'audace a un coût, et le prix qu'elle dut payer pour sa liberté fut terriblement élevé. La sanction ne se fit pas attendre, le studio la suspendit immédiatement de ses fonctions après qu'elle eut eu le courage de refuser un énième rôle sans aucune épaisseur dramatique. Mais si les dirigeants pensaient la briser avec ses méthodes coercitives, ils se trompaient lourdement car Marilyn refusa catégoriquement de plier l'échine. Plus tard, au cours de l'année 1955, elle fit ses valises pour New York, rejoignit le prestigieux Actors Studio et entama un long processus pour se réinventer totalement en tant qu'artiste sérieuse. Là-bas, sous l'aile protectrice et exigeante de Lee Strasberg, elle se plongea corps et âme dans les techniques de jeu méthodique, cherchant à puiser dans ses propres émotions. Pour la toute première fois de sa vie, elle avait l'impression de toucher à la véritable essence de l'art dramatique, bien loin des prestations superficielles taillées sur mesure pour son image de bimbo. Cette parenthèse new-yorkaise marqua un tournant décisif. Elle ne cherchait plus la gloire facile, mais le respect de ses pairs, une indépendance totale et la maîtrise absolue de son avenir professionnel. Cependant, alors même qu'elle se battait comme une lionne pour redéfinir sa carrière, sa vie personnelle, elle sombrait dans une instabilité de plus en plus inquiétante. Marilyn avait une soif inétanchable d'amour et de sécurité, mais tragiquement ses relations amoureuses ne faisaient que reproduire les vieux schémas d'abandon et de rejet qui la tourmentaient depuis sa plus tendre enfance. Son existence intime devint une succession douloureuse de divorces retentissants, d'une dépendance chimique grandissante et d'effondrements émotionnels à répétition. Le combat acharné de Marilyn Monroe pour contrôler son image publique n'était en fin de compte que le reflet fidèle du chaos qui régnait dans son intimité.
Derrière les paillettes, les projecteurs aveuglants et le glamour hollywoodien, il y avait simplement une femme vulnérable désespérément en quête d'un foyer stable d'affection sincère et d'une oreille attentive. Pourtant, à chaque fois qu'elle pensait avoir enfin trouvé ce havre de paix tant espéré, le destin la frappait cruellement, la laissant seule face à son chagrin dévastateur. Ces 3 mariages débutèrent tous sous les meilleurs auspices portés par un immense espoir, mais s'achevèrent inévitablement dans la douleur, réactivant à chaque fois les cicatrices émotionnelles qu'elle traînait depuis ses jeunes années. En janvier 1954, elle unit sa vie à la légende vivante du baseball Joe DiMaggio, qui était à l'époque l'un des athlètes les plus vénérés d'Amérique du Nord. Aux yeux du grand public fasciné, leur union apparaissait comme le mariage du siècle, l'alliance magique et parfaite entre 2 icônes suprêmes de la culture américaine. Le héros sportif et la reine du cinéma semblaient faits l'un pour l'autre, mais dans la réalité du quotidien, un gouffre infranchissable les séparait profondément. Joe, un homme extrêmement pudique et conservateur, vivait très mal l'omniprésence médiatique de son épouse et ne supportait pas son statut de sexe symbole planétaire convoité par tous. Sa jalousie maladive se traduisait par des crises de colère terrifiantes qui atteignirent leur paroxysme après le tournage de la célèbre scène de la bouche de métro pour le film 7 ans de réflexion. Ce soir-là, alors que la robe blanche de Marilyn se soulevait sous l'effet du souffle dévoilant ses jambes devant une foule de spectateurs en délire, Joe bouillait de rage en coulisses. Ce moment iconique, désormais figé à jamais dans l'histoire d'Hollywood, symbolisait ironiquement les fractures irréparables qui étaient en train de détruire leur couple de l'intérieur. DiMaggio rêvait d'une épouse au foyer traditionnel qui lui préparerait ses repas, tandis que Marilyn avait un besoin vital de liberté et de reconnaissance artistique. La tension grimpa jusqu'à des accusations voilées de maltraitance émotionnelle et à peine 9 mois après leur échange de vœux, Marilyn demanda le divorce en invoquant la cruauté mentale de son mari. En 1956, elle tenta une approche radicalement différente en épousant le dramaturge Arthur Miller, un homme célébré pour son intellect brillant et son engagement social. Au début, cette relation semblait être l'échappatoire intellectuel dont Marilyn avait toujours rêvé, pensant avoir trouvé un partenaire capable d'aimer et de valoriser son esprit autant que sa plastique. Cependant, leur mariage commença rapidement à s'effriter sous le poids écrasant des troubles psychiques de l'actrice et de la froideur émotionnelle grandissante de Miller. Marilyn se retrouva piégée dans une position paradoxale, se sentant à la fois stimulée par l'univers de son mari, mais aussi cruellement rejetée par lui. Elle cherchait désespérément une validation de sa part, mais le détachement de l'écrivain la blessa au plus profond de l'âme, surtout le jour où elle découvrit qu'il avait confié à des proches sa profonde déception à son égard. Cette trahison intime fut dévastatrice pour son estime de soi déjà fragile et leur union finit par voler en éclats en 1961. À mesure que ses relations sentimentales s'effondraient les unes après les autres, Marilyn devint de plus en plus dépendante d'un cocktail toxique de médicaments sur ordonnance et d'alcool. Elle était rongée par une insomnie chronique et une anxiété paralysante qui ne lui laissait aucun répit, transformant ses nuits en cauchemars éveillés. Les médecins, agissant parfois sous la pression directe des studios qui voulaient du rendement à tout prix, lui prescrivaient à l'appel des barbituriques pour l'assommer le soir et des stimulants puissants pour la tenir debout le matin. Ce cycle infernal et purement chimique ne fit qu'exacerber sa fragilité mentale et aggraver son instabilité émotionnelle. Ses amis proches et ses collègues de travail remarquèrent avec inquiétude qu'elle devenait de moins en moins fiable. Elle arrivait avec des heures de retard, oubliait son texte en plein milieu d'une scène ou disparaissait purement et simplement. Ce que beaucoup de gens s'empressèrent de qualifier de comportement non professionnel et capricieux n'était en réalité que la manifestation visible et tragique d'un mal plus profond. C'était le cri de détresse d'une femme en train de sombrer, écrasée sous le poids d'une addiction sévère et de troubles psychologiques jamais correctement soignés. Sa souffrance personnelle déteignait inévitablement sur sa vie professionnelle, renforçant injustement sa réputation d'actrice difficile à gérer sur les plateaux. Pourtant, derrière cette étiquette réductrice se cachait une âme torturée, luttant courageusement contre des démons intérieurs bien plus redoutables que n'importe quel rôle dramatique qu'on aurait pu lui confier. Marilyn aspirait désespérément à trouver le véritable amour, une guérison intérieure et un refuge émotionnel stable où elle pourrait enfin se poser.
Malheureusement, sa quête éperdue l'a entraînée sur une pente glissante, un chemin tortueux, la plongeant toujours plus loin dans les abysses de la dépendance chimique et d'un désespoir sans fond. C'était l'heure du combat final marqué par le chaos absolu sur les plateaux de tournage et les intrigues liées au clan Kennedy. À l'aube des années 1960, l'existence de Marilyn Monroe s'était transformée en un ouragan de paradoxes inextricables. Elle régnait alors en tant qu'icône absolue, sans doute la femme la plus célèbre de la planète idolâtrée par des millions d'admirateurs répartis aux quatre coins du globe. Pourtant, derrière ce vernis de glamour, elle était une femme brisée, émotionnellement vidée, psychologiquement instable et souffrant d'une solitude plus glaciale que jamais auparavant. Cette détresse intime ne pouvait plus être contenue et débordait de manière visible sur les lieux de tournage, rendant son travail presque impossible. Ses arrivées se faisaient avec des heures de retard chronique, et il lui arrivait de se volatiliser totalement, forçant les équipes à d'interminables et coûteuses prises supplémentaires. L'exaspération gagnait les réalisateurs, ses partenaires de jeu perdaient tout sang-froid et les patrons des grands studios finirent par lui coller l'étiquette d'actrice ingérable et non fiable. Ce que le grand public et l'industrie interprétaient à tort comme des caprices de diva ou de l'arrogance n'était en vérité que la manifestation tragique d'une anxiété dévorante. C'était le cri silencieux d'une dépression sévère aggravée par une consommation massive et incontrôlée de médicaments sur ordonnance. Son ultime grand projet cinématographique Something's Got to Give, lancé en 1962, vira au fiasco médiatique et professionnel total. Marilyn manqua un nombre si important de jours de tournage, terrassée par la maladie et les effondrements nerveux, que la production prit la décision radicale de la licencier. Pour cette femme qui avait lutté avec tant d'acharnement toute sa vie pour être prise au sérieux en tant qu'artiste, ce renvoi fut vécu comme une humiliation publique dévastatrice. Cet événement ne fit que confirmer sa conviction profonde qu'Hollywood l'avait cyniquement utilisée avant de l'abandonner au moment précis où elle réclamait de l'aide. Parallèlement à cette chute professionnelle, Marilyn s'enfonçait dans des relations personnelles troubles qui la rapprochaient dangereusement du précipice. Les bruits de couloir s'intensifiaient, évoquant avec insistance ses liaisons supposées avec le président des États-Unis, John F. Kennedy, mais aussi avec son frère, le procureur général Robert Kennedy. Des proches rapportèrent que Marilyn, aveuglée par les sentiments, croyait dur comme fer qu'elle allait épouser Bobby. Eunice Murray, qui fut sa gouvernante et confidente durant de longues années, a fini par admettre bien plus tard que Robert Kennedy était effectivement venu voir la star chez elle. Cette visite aurait eu lieu le jour même de sa disparition tragique et aurait dégénéré en une dispute d'une violence inouïe. D'autres sources corroborent cette version, décrivant une confrontation finale brutale, chargée de larmes et de cris, où Marilyn exigeait des comptes sur des promesses jamais tenues. Les spéculations autour de l'implication de la famille Kennedy dans sa fin tragique n'ont depuis lors jamais cessé d'alimenter la chronique. Certaines théories avancent que Marilyn, se sentant trahie, menaçait de tout déballer ses aventures avec les deux frères, ainsi que des secrets d'État explosifs. La légende parle d'un petit carnet rouge, un journal intime, où elle aurait scrupuleusement noté ses conversations privées et les détails de ses rencontres avec ses hommes de pouvoir. Que ce carnet ait été réel ou un simple fantasme, sa seule évocation suffisait à ancrer l'idée que Marilyn était devenue un témoin gênant qui en savait beaucoup trop. Dans le climat paranoïaque de la guerre froide où le secret défense et l'image publique prévalaient sur toutes ses connaissances, faisait d'elle une menace potentielle pour la sécurité nationale. Même son cercle d'amis le plus restreint avait noté une montée en flèche de sa paranoïa durant les semaines qui ont précédé le drame. Elle évoquait sans cesse des trahisons, le sentiment d'être manipulée comme un simple morceau de viande, et parlait de secrets capables de choquer le monde entier s'ils étaient révélés. S'agissait-il des divagations d'une femme sombrant sous l'emprise toxique de la dépendance médicamenteuse? Ou bien étaient-ce les avertissements lucides d'une personne se sachant réellement en danger de mort? Cette question reste le cœur battant du mystère. La nuit fatidique du 4 au 5 août 1962 reste marquée par une chronologie incohérente et de lourds soupçons d'homicide. Les circonstances exactes entourant la mort de Marilyn Monroe demeurent à ce jour l'un des dossiers les plus controversés et débattus de toute l'histoire d'Hollywood.
La version officielle raconte qu'aux premières heures du 5 août 1962 vers 3h30, son psychiatre, le docteur Ralph Grinson, a dû briser une vitre pour pénétrer dans sa chambre verrouillée. Une fois à l'intérieur, il aurait découvert le corps inanimé de l'actrice gisant en travers de son lit. À ses côtés, sur la table de nuit, trônait une collection de flacons de somnifères entièrement vides, suggérant le suicide. Eunice Murray, la gouvernante, a déclaré avoir été alertée par la lumière filtrant sous la porte de la chambre de Marilyn bien après minuit. Après avoir frappé à maintes reprises sans obtenir la moindre réponse, elle aurait prise de panique appelé le docteur Grinson à la rescousse. Sur le papier, l'histoire semblait tragiquement simple, et l'affaire classée mais presque instantanément des failles béantes sont apparues dans ce récit. Anthony Summers, l'auteur de l'ouvrage Goddess et du documentaire Netflix sur les mystères de Marilyn, a mis en lumière des preuves contredisant totalement cet emploi du temps. Selon ses investigations poussées, il est fort possible que Marilyn ne soit pas décédée dans son lit aux alentours de 3h30 du matin comme on l'a prétendu. Ses entretiens avec le personnel ambulancier indiquent qu'elle était encore en vie, tard dans la soirée du 4 août vers 22h30, moment où une ambulance a été dépêchée sur place. D'après ses témoins clés, elle aurait été prise en charge et transportée vers l'hôpital, alors qu'elle se trouvait dans un état critique mais toujours vivante. Elle aurait tragiquement rendu son dernier soupir durant le trajet vers les urgences. Si cette hypothèse se vérifie, elle pulvérise la version officielle et suggère que son corps a été ramené à son domicile post-mortem pour mettre en scène une découverte macabre. D'autres incohérences flagrantes viennent renforcer les doutes sur le déroulement réel de cette nuit cauchemardesque. Eunice Murray, qui avait d'abord juré avoir trouvé Marilyn inconsciente au petit matin, a par la suite livré des versions changeantes et totalement contradictoires des événements. Faisons un bond en arrière jusqu'en 1985, lors d'une interview explosive accordée à la BBC, où elle lâcha cette phrase lourde de sous-entendus: « Pourquoi à mon âge suis-je toujours obligée de couvrir cette vieille histoire ?» Cette simple interrogation a résonné comme un aveu involontaire suggérant aux yeux du monde que la vérité sur cette nuit tragique avait été délibérément étouffée pendant des décennies. D'ailleurs, dès les premiers instants de l'intervention, les officiers de police dépêchés sur les lieux avaient immédiatement tiqué face à une atmosphère qui ne collait pas avec un décès accidentel. Le sergent Jack Clemons, le tout premier officier du LAPD à franchir le seuil de la porte, a raconté avoir trouvé Madame Murray en train de s'activer frénétiquement à faire une lessive nettoyant les draps comme si elle préparait la chambre pour un invité, un comportement totalement aberrant et suspect au beau milieu d'une scène de mort. Si le comportement des témoins était étrange, les preuves médico-légales, elles ont plongé l'enquête dans une confusion totale, défiant toute logique apparente. Le docteur Thomas Noguchi, médecin légiste adjoint, chargé de l'autopsie, a mis en évidence une concentration absolument massive de barbiturique dans l'organisme de la star. Les taux relevés dans son sang étaient astronomiques, largement suffisants pour causer la mort à plusieurs reprises, ne laissant aucune chance de survie. Pourtant, un détail crucial défiait l'entendement, l'examen de son estomac n'a révélé aucune trace de gélule, aucun résidu de poudre, ni même la fameuse teinture jaune caractéristique des capsules de Nambutal. Cette absence de preuves physiques dans l'estomac a immédiatement nourri la thèse selon laquelle ces substances n'avaient pas été avalées, mais administrées par une autre voie, probablement par injection ou par lavement rectal. John Miner, figure éminente du bureau du procureur à l'époque, a d'ailleurs confié bien plus tard qu'il avait acquis la certitude absolue qu'un lavement fatal avait été l'arme du crime. À ce tableau clinique déjà trouble s'ajoute l'élément le plus explosif du dossier, la rumeur persistante de la présence de Robert Kennedy sur les lieux ce jour-là. Plusieurs témoins oculaires, et même Eunice Murray dans certaines versions de son récit, ont affirmé avoir vu Bobby Kennedy au domicile de la star quelques heures seulement avant que son cœur ne s'arrête. Si cette visite est avérée, la violente dispute qui aurait éclaté entre eux ce soir-là transforme radicalement la lecture des événements et donne un poids considérable à la thèse de l'homicide. Cela suggère que la disparition de l'icône n'était pas le fruit d'une triste overdose accidentelle, mais l'aboutissement d'un acte froidement calculé et délibéré. Entre dissimulation de preuves enquête bâclée et héritage mystérieux, le verdict officiel prononcé à la suite de la mort de Marilyn Monroe est tombé avec une rapidité déconcertante. Les autorités ont conclu à un probable suicide causé par une ingestion massive de barbiturique, une fin qui semblait bien trop commode pour ne pas éveiller les soupçons comme si elle avait été dictée d'en haut.
Cependant, pour son cercle intime et ceux qui la connaissaient vraiment, cette version officielle était un tissu de mensonges qui ne tenait pas debout une seule seconde. Il restait bien trop de zones d'ombre d'incohérences flagrantes et surtout l'ombre de personnalités bien trop puissantes planait lourdement en arrière-plan de cette tragédie. L'enquête policière elle-même a fait l'objet de critiques acerbes pendant des années, accusée d'avoir été incomplète, voire sabotée, avec des indices cruciaux négligés ou sciemment mal gérés par les enquêteurs. Un exemple frappant reste la disparition mystérieuse des relevés téléphoniques de cette nuit fatidique qui se sont volatilisés sans laisser de traces. Les dépositions des témoins ont changé au fil du temps et personne n'a jamais pu éclaircir le mystère du fameux petit carnet rouge que Marilyn gardait jalousement rempli de notes confidentielles sur le clan Kennedy et d'autres hommes d'État. Si ce journal intime a bel et bien existé, il contenait potentiellement des secrets d'État capables de faire tomber des gouvernements, constituant ainsi un mobile parfait pour la faire taire à jamais. C'est dans ce terreau fertile que les théories du complot ont germé presque instantanément, refusant de s'éteindre avec le temps. Beaucoup sont convaincus que la famille Kennedy, obsédée par la préservation de son image et de son pouvoir politique, a joué un rôle direct dans cette fin tragique. D'autres analystes pointent du doigt les services de renseignement, suggérant que le FBI ou la CIA auraient orchestré l'opération pour éliminer un risque sécuritaire. Dans le climat paranoïaque de la guerre froide, les liens de Monroe avec des intellectuels de gauche et son soutien aux droits civiques faisaient d'elle une menace imprévisible pour l'establishment. Des dossiers déclassifiés ont d'ailleurs fini par confirmer que l'actrice était sous surveillance active des autorités fédérales, épiée dans ses moindres faits et gestes. Cela renforce considérablement l'idée qu'elle était traquée et mise sur écoute durant les derniers 2 mois de sa vie, ne lui laissant aucune intimité. Puis coup de théâtre en 1982, 20 ans après les faits. Sous la pression médiatique, le bureau du procureur de Los Angeles a accepté de rouvrir le dossier suite à l'émergence de nouveaux éléments troublants. Même si ce réexamen a officiellement maintenu la conclusion du probable suicide, faute de preuves contraires irréfutables, le rapport a tout de même admis que l'investigation originale était un désastre procédural truffé d'erreurs impardonnables et de négligences graves. En clair, les autorités ont avoué à demi-mot que le doute subsistait, laissant la porte entr'ouverte à toutes les autres explications possibles. Des ouvrages d'investigation récents, comme celui de James Patterson, ont remis de l'huile sur le feu en proposant des scénarios glaçants. Ils avancent l'hypothèse que Bobby Kennedy n'était pas seulement présent, mais impliqué dans une confrontation physique brutale pour récupérer ce carnet compromettant. Certains évoquant même l'existence de bandes d'écoute clandestines qui auraient enregistré une dispute violente entre la star et le procureur général. Sur ces enregistrements supposés datant du jour même de sa mort, Marilyn l'accuserait de trahison sentimentale et politique, menaçant de tout déballer à la presse le lundi suivant. Aujourd'hui, en 2026, alors que plus de 6 décennies se sont écoulées, le mystère reste entier et continue de fasciner la planète. Était-elle une âme perdue vaincue par ses propres démons intérieurs, ou une femme devenue trop dangereuse qui a été froidement exécutée pour protéger des secrets d'État? Les indices matériels et les témoignages pointent obstinément dans des directions opposées, rendant la vérité insaisissable. Ce qui est certain, c'est que sa disparition dépasse le cadre du simple fait divers tragique hollywoodien. Elle est devenue une cicatrice dans notre histoire culturelle, nous rappelant brutalement comment la gloire absolue et le pouvoir politique peuvent s'entremêler pour broyer un individu. Pour des millions de fans à travers les générations, Marilyn reste une icône figée dans une jeunesse éternelle. Elle incarne à la fois la beauté suprême, une vulnérabilité touchante et l'angoisse des questions qui n'auront jamais de réponse. Nous n'aurons probablement jamais le fin mot de l'histoire sur la mort de Marilyn Monroe, mais les fantômes de cette nuit de 1962 continuent de projeter des ombres bien trop longues pour que nous puissions simplement tourner la page. Alors quelle est votre intime conviction? La fin de Marilyn n'était-elle vraiment qu'un acte de désespoir personnel? Ou bien a-t-on délibérément étouffé sa voix pour garantir que les secrets explosifs qu'elle détenait ne fassent jamais trembler les puissants? Le débat est ouvert, alors partagez votre avis ci-dessous. Pensez aussi à soutenir la vidéo avec un j'aime et à cliquer sur s'abonner afin de nous accompagner dans nos futures enquêtes où nous ferons toute la lumière sur les zones d'ombre les plus fascinantes de notre passé.